avec nous pour ce club Pierre Jacquemin. Bonjour Pierre, merci d'être là. Vous avez changé de place, ça perturbe dis donc. Le rédacteur en chef de Politis et Mickaël Darmon. Bonjour Mickaël, éditorialiste politique à i24 News. On va parler évidemment avec vous des menaces de censure qui pèsent plus que jamais sur le gouvernement Barnier qui pourrait tomber dès la semaine prochaine. On va voir ça. Audrey, vous allez nous raconter les longues heures de discussion sur le budget de la sécurité sociale. Oui, et finalement, qu'est-ce qui sort de cet accord? Qu'est-ce qui a été gardé? Qu'est-ce qui a été rejeté? Et puis, est-ce que ça peut aboutir, ce consensus? Je vous dirai tout. Et est-ce que c'est une si bonne nouvelle que ça pour le gouvernement qui risque d'être confronté plus tôt que prévu à la censure? On voit ça dans quelques instants. D'abord, on regarde l'actualité dans nos régions. Et c'est l'heure de notre reportage en région. Après l'Assemblée nationale, c'est le Sénat qui a dit non hier à l'accord sur le Mercosur. Alors on a beaucoup parlé des conséquences néfastes de cet accord sur le bœuf, mais Audrey, d'autres secteurs sont touchés. Oui, en effet, et c'est notamment le cas du secteur du bioéthanol qui pourrait être impacté si l'accord UE-Mercosur était signé. Alors je me suis rendue à Bazincourt. Bazincourt, c'est près de Reims, dans l'usine Cristal Union, pour comprendre comment des milliers d'emplois pourraient être impactés par cet accord. Regardez. La nuit vient de tomber sur la campagne champenoise et les lumières des tracteurs s'activent encore. Nous sommes en pleine période de récolte des betteraves. Il remonte là. Ouais. Hein? Personne ne compte ses heures. Il termine son arrachage. On a eu quand même pas mal de pluie dans l'après-midi, donc il a levé le pied puis il a remis en route là pour terminer. Ici, beaucoup appréhendent la signature de l'accord commercial entre l'Union européenne et certains pays d'Amérique du Sud. Il faut comprendre que la mise en terre des betteraves n'est pas du tout réglée dans les mêmes conditions que ces pays-là, quoi. Au niveau des phytos, au niveau de la mise en place des betteraves, la concurrence est complètement déloyale. On est tous mobilisés pour que, justement, il n'y ait pas d'accord de Mercosur. Mais il n'y a pas que l'amont de la filière qui s'inquiète. Avec les betteraves, on fabrique de l'alcool agricole qui sert notamment à faire du carburant. La France est leader en Europe. Cette distillerie est l'une des plus importantes. Là, ce que vous voyez derrière, donc tout au fond, donc c'est les alcools bruts qu'on produit à partir de la betterave et du blé. Ces alcools bruts, donc on produit 3 500 000 hectos d'alcool brut. Une partie, la majorité, est destinée à la production d'éthanol carburant, de l'éthanol carburant qui est utilisé pour les véhicules E85 ou pour l'essence sans plomb. Le problème, c'est que l'accord UE-Mercosur prévoit la levée des droits de douane pour ce qui correspond à 12% de la production européenne. La France, qui en produit 20%, serait touchée de plein fouet. La filière appelle à revoir ses quotas, obsolètes d'après elle. En 2004, quand la Commission a essayé de mettre à jour ses propositions, elle imaginait un marché de l'alcool agricole 2 fois supérieur à ce qu'il est effectivement devenu, tout simplement parce qu'entre-temps, les directives concernant l'énergie renouvelable ont été révisées, amendées, limitant ainsi le développement de l'utilisation des biocarburants en Europe. Et on arrive à un niveau qui est assez nettement en dessous de ce qui était attendu dans les années 2004, où on pensait que la voie était libre et que ça allait se développer de façon extrêmement rapide. Si l'accord est signé, la filière craint une potentielle casse sociale. Les craintes sont réelles. La filière éthanol dans sa globalité, c'est autour de 14 à 15 000 emplois en France. Si on prend en compte des importations équivalente à 2/3 de la production française dans le projet d'accord, on pourrait s'attendre à une baisse d'activité donc graduelle d'ici 5 ans, très nette, et ce qui pourrait effectivement entraîner soit des baisses de charges dans les usines, soit carrément des fermetures ou des cessations d'activité. Ici, tout le monde soutient la position de la France qui refuse de signer l'accord en l'état. Les producteurs d'alcool agricole demandent à ce que les quotas importés d'Amérique du Sud soient revus à la baisse et fléchés vers de nouveaux usages pour ne pas concurrencer les marchés où la France est déjà bien implantée. On le voit, en France, il n'y a pas forcément que les agriculteurs qui sont impactés, il y a aussi d'autres domaines, notamment là on voit l'industrie avec potentiellement une casse sociale. Quelle est votre analyse là-dessus ? Parce que on le voit que le secteur agricole est impacté, mais pas seulement avec le Mercosur, mais d'autres domaines.
Oui, c'est vrai. D'ailleurs, ça fait partie des raisons pour lesquelles certains pays de l'Union européenne étaient un peu hésitants à s'engager ou à ne pas s'engager. Je pense à l'Autriche, à la Pologne, l'Irlande aussi, qui étaient hésitantes, mais pas pour des raisons agricoles, précisément parce qu'ils avaient beaucoup à perdre, justement, sur des raisons industrielles. Donc cet accord est très largement rejeté en France par la plupart des agriculteurs, la quasi-majorité des agriculteurs, même si on sait qu'il y a un certain nombre de vignerons qui y sont plutôt favorables, mais quand même la majorité y est très défavorable, et à raison, parce que on voit bien qu'aujourd'hui il y a une concurrence assez féroce qui risque de se faire contre nos agriculteurs, et donc la mobilisation paraît légitime, elle est d'autant plus importante et d'autant plus actuelle qu'en ce moment il y a une mobilisation devant l'Institut national de la recherche agricole pour l'environnement, pour l'alimentation et l'environnement. Il y a une centaine d'agriculteurs qui se mobilisent. Je crois que la mobilisation va continuer. Elle va continuer sur le terrain, en région, pour sensibiliser. Il y a eu le vote hier à l'Assemblée nationale pour rejeter massivement, les députés ont rejeté massivement, et ce qui donne un peu de poids, même si tout ça reste très relatif et très symbolique, à la France vis-à-vis de l'Union européenne, et proposer de toutes ses forces et de montrer que tous ces parlementaires, en tout cas la plupart de ces parlementaires, les majorités de ces parlementaires, est contre cet accord. Et que voilà, ça donne un poids supplémentaire pour Emmanuel Macron et ses ministres et son gouvernement pour peser. Mais je crois que, hélas, on est quand même très seul dans cette affaire en France. Mais Mickaël, juste avant de vous entendre, on va écouter Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture, puisque hier, effectivement, il y avait un vote au Sénat après l'Assemblée nationale, les deux chambres qui ont massivement rejeté cet accord avec le Mercosur. On écoute Annie Genevard. Le président de la République l'a dit, le Premier ministre l'a dit, je le dis, cet accord, tel que la Commission européenne l'envisage, nous nous y opposons. Ce que nous souhaitons, à travers ce débat, c'est entériner solennellement la position de la France et lui offrir une assise transpartisane forte pour que sa voix puisse résonner dans toute l'Europe. Est-ce que du coup, avec ce vote, ce que dit Annie Genevard, est-ce qu'avec ce vote, Emmanuel Macron est un peu plus en position de force à Bruxelles ? Assez peu. D'abord, on constate que si on compare avec la précédente mobilisation agricole des agriculteurs, elle est quand même beaucoup plus faible. De ce point de vue-là, on entend déjà beaucoup moins depuis quelques jours les responsables des différentes fédérations. On sait qu'ils sont aussi engagés dans une course électorale interne, mais je trouve quand même que c'est assez frappant de voir à quel point, au fond, c'est beaucoup moins puissant que la dernière fois. Et compte tenu de la question effectivement politique, ce dossier, il est le baromètre de l'influence française au sein de l'Union européenne, qui est assez affaiblie, avec aussi beaucoup de critiques en interne sur le fait que la France prend en otage cet accord, en tout cas de la part d'autres pays. Et l'enjeu est de réussir à composer cette minorité de blocage, les 34% qui réussiraient donc, en rassemblant un certain nombre de pays, donc effectivement qu'on a évoqué dans leur velléité, possibilité d'eux, mais pour l'instant il n'y a rien de concret, à part peut-être l'Italie, qui tout d'un coup trouve de nouvelles traces. Mais l'idée, c'est que vraiment l'influence française est mesurée, et la détermination que l'on entend de la part de la ministre de l'Agriculture laisse bien entendre à quel point effectivement ça semble compliqué. Et il y a une anecdote qui est assez savoureuse. En fait, hier ou avant-hier, la Pologne a rejoint finalement le camp de la France pour dire nous aussi, en fait, on est contre cet accord en l'état. Et en fait, les négociations, donc le lobbying qui doit être fait pour essayer de trouver 2 autres pays, parce que pour l'instant, on a 2 pays, la France et la Pologne, sur 4, il en faudrait au moins 4. Ce lobbying, on va demander en fait à la Pologne de le mener, parce que la France est inaudible. En fait, à chaque fois que la France dit quelque chose, il y a un procès en arrogance, les partenaires européens se crispent, et donc en fait, on a des Sherpas français qui donnent des arguments aux Polonais en disant « allez-vous mener les négociations ?» Et ça montre bien en fait la perte d'influence dont vous parliez de la France, puisque on ne peut plus se ranger derrière la France pour mener la fronde, il faut qu'on passe par un intermédiaire. Oui. Bah oui, mais je crois ne pas me tromper que la France est le premier pays bénéficiaire de la PAC, par la politique agricole commune. C'est énormément de milliards, enfin je ne sais pas combien de milliards qui sont en jeu. Et donc effectivement, la France, en étant en plus la première bénéficiaire de ces aides-là, les agriculteurs français, pas tout, enfin les grandes entreprises, notamment celles qui sont détenues par la FNSEA, qui est souvent en tête de ligne de ces mobilisations. On entend assez peu les autres syndicats
Je pense à la Confédération paysanne, même si effectivement ils sont moins représentés dans les chambres. Mais ce que cache aussi ça, c'est aussi, vous l'avez dit, l'arrogance française sur ces questions-là. Ça a été dit, Michaël Darmon l'a dit, l'incapacité pour la France de peser sur des enjeux qui sont absolument colossaux. Il y a quand même un sujet que je trouve assez peu traité, et c'est d'ailleurs un des problèmes pour que la FNSEA est toujours en tête de gondole pour annoncer ses mobilisations, c'est quand même la question vitale, cruciale, c'est ce qui est un peu le dénominateur commun de tous les agriculteurs, qui est la question des salaires. Et c'est vrai qu'on n'entend pas aujourd'hui cette question, qui est quand même la première revendication, quand vous savez qu'aujourd'hui il y a près de 80% des exploitants qui n'arrivent plus à vivre de leur propre travail, c'est quand même un problème. Et je trouve que la question du Mercosur devrait être un élément supplémentaire fédérateur, d'autant plus que ça risque de fragiliser énormément de nos propres exploitations françaises. Oui, en fait, en réalité, le Mercosur, pour dire au fond vraiment les choses comme elles sont, c'est un épouvantail assez facile pour le gouvernement, qui permet au gouvernement de se montrer comme étant le défenseur absolu du secteur agricole, alors qu'en fait, il n'a pas réussi au fond à amener l'agriculture française à regarder les vrais problèmes et le problème surtout de compétitivité vis-à-vis des partenaires européens, qui sont même d'ailleurs des concurrents sur le plan de l'agriculture, en particulier l'Allemagne et l'Italie, parce qu'ils ont réglé leurs problèmes de filière, ils ont réussi à s'organiser, ils ont réformé un certain nombre de points, autant de crispations que la profession ne veut pas entendre, qui se contente du salon de l'agriculture, de l'amour des Français et de quelques manifestations, et en réalité ne veut pas aussi faire les pas nécessaires. Et donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles les Européens disent aux Français mais arrêtez de nous mettre en avant ce Mercosur, parce que ça masque les vrais problèmes de l'agriculture française. Allez, on passe à l'autre sujet. On va parler de la censure et la probable motion de censure qui aura lieu peut-être la semaine prochaine. Ça, c'est ce qu'on va voir, parce que la semaine prochaine revient au Parlement le budget de l'Assemblée nationale et députés et sénateurs sont parvenus à un accord hier en commission mixte paritaire. Audrey, sur ce budget, ça a été long. Budget de la sécurité sociale. Oui, il aura fallu attendre 7 heures, Oriane, pour voir sortir les 7 députés, 7 sénateurs avec un texte de compromis. Ça n'était pas arrivé depuis 2010 sur le budget de la sécurité sociale. Atterrissage donc, mais il y a eu des turbulences au sein même du socle commun, notamment entre Ensemble pour la République et les LR. En cause, l'augmentation des cotisations patronales, ou plutôt la baisse des exonérations sur les cotisations patronales. Impensable pour les macronistes, qui estiment que cela va augmenter le coût du travail et donc le chômage. Oui, mais voilà, il faut trouver de l'argent pour le budget de la sécurité sociale. Alors les parlementaires ont négocié et ont finalement accepté de revoir les ambitions du Sénat à la baisse. On ne demande plus 3 milliards d'efforts aux employeurs, mais 1,6 milliard. Eh bien, même ça, c'est non. J'ai voté contre cet article. Nous sommes contre, même avec un chiffre diminué d'augmentation du coût du travail. Malgré tout, ça sera moins d'augmentation des charges pour les entreprises. Alors, comme un comble, c'est la gauche qui a sauvé cette mesure en la votant avec les LR. Autre évolution importante, fini les 7 heures de travail supplémentaires annuelles non rémunérées. La fameuse contribution de solidarité par le travail disparaît du texte. Elle aurait dû rapporter 2,5 milliards d'euros pour financer notamment les EHPAD. Mais peut-être était-elle trop impopulaire, Oriane? Un texte de compromis trouvé. Maintenant, le Sénat et l'Assemblée doivent l'adopter. Est-ce que ça sent bon? Pas vraiment, Oriane. Ça sent même le roussi, parce qu'en réalité, le socle commun majoritaire dans cette commission mixte paritaire s'est surtout accordé avec lui-même, ce qui n'est pas suffisant pour avoir une majorité au moment du vote à l'Assemblée. Les socialistes estiment même avoir été ignorés. Écoutez. Nous sommes venus avec des propositions constructives autour d'axes très simples. Il faut préserver l'hôpital public et les EHPAD, et donc nous demandions 3 milliards d'euros supplémentaires. Et il faut préserver les assurés sociaux en ne recourant pas au déremboursement des consultations médicales. Et il faut préserver les retraités en ne gelant pas les pensions pour tous les retraités. L'ensemble de ces propositions, c'était un montant raisonnable de 8 milliards d'euros. Alors ça peut vous paraître beaucoup, mais il faut le rapporter aux 662 milliards d'euros du budget de la sécurité sociale. Dit autrement, nous étions prêts à accepter 98,2% de ce budget et nous demandions juste à nos partenaires de la droite et du centre de bouger de 1,2%. Ils ont refusé. Nous déposerons notre motion de censure, voilà, comme nous le faisons à chaque fois. Après, votent ceux qui veulent voter cette motion de censure. Mais nous la faisons parce que le compromis que nous avons proposé
a été refusée. Alors normalement, si on comprend bien ce que vient de dire Jérôme Gage, il est possible que le gouvernement Barnier soit renversé, ça c'est possible, dès mercredi prochain, au moment du vote à l'Assemblée européenne. Michael, vous avez compris la même chose? Il y a un risque que cette motion de censure, elle intervienne. Oui, on comprend que le calendrier se resserre, parce que, au fond, si effectivement, et c'est un argument qu'on entend cette fois-ci pas mal du côté du RN, si on attend, s'ils attendent jusqu'au projet de loi de finances à la fin de l'année, alors le budget de la sécurité sociale va s'appliquer quand même. Et donc, en fait, c'est aussi ce dispositif qui veulent censurer. Donc, il y a maintenant une sorte de rencontre un peu des facteurs qui pourraient amener à cette censure et cette votée par tout le monde et cette chute probable, possible du gouvernement. Mais enfin, on a toujours regardé à quel point les élections ou les événements prédits à l'avance sont toujours contredits par des coups de théâtre. Donc, ça peut arriver. Mais on sent bien que les conditions politiques, et surtout ce qu'on entend aussi du côté de Matignon, avec une réelle inquiétude, au-delà des postures, d'une crise gouvernementale qui pourrait se profiler à nouveau. Pierre. Moi, il y a quelque chose qui me préoccupe. Je sais que c'est pas la même chose qui préoccupe le monde qui commente et le monde politique qui nous explique que ça va être catastrophique s'il y a une censure, parce qu'on est regardé par les marchés financiers, parce qu'il n'y aura pas de budget, parce que, y compris une ancienne première ministre nous explique que la carte vitale ne marchera plus. Enfin, c'est quand même ça qu'on renvoie. Je veux dire, c'est quand même l'ancienne première ministre qui dit au monde, même si elle nous dit à nous les Français qu'on n'aura pas accès à notre carte vitale, mais elle dit au monde, la France va dans le mur, on ne pourra plus payer les fonctionnaires, on ne pourra plus se soigner. Vous vous rendez compte l'image que l'on renvoie, indépendamment de tout ce qu'on nous explique sur les marchés financiers nous regardent. Sans doute qu'ils les regardent, mais c'est quand même pas ça qui me paraît être le plus fondamental. Moi, ce qui me préoccupe, c'est vraiment la fragilisation de la France à l'échelle internationale. Quand vous avez des personnes qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est pas le sujet, mais c'est quand même une ancienne première ministre qui raconte n'importe quoi, avec un premier ministre actuel qui raconte n'importe quoi pour faire peur aux Français. Et c'est ça qui me préoccupe le plus, c'est la dégradation colossale de l'image de la France à l'échelle internationale. C'est pas grave s'il y a une censure, franchement, mais regardez, dans d'autres pays, d'autres ont été fragilisés, ils ont refait de nouvelles élections et c'est pas grave, il y a des alternances qui se mettent en place et c'est la vie démocratique d'un pays. Ce qui va se passer s'il y a une censure, il faudra qu'il y ait une suite. Et c'est là où les uns et les autres ont une responsabilité à proposer une suite. Et celui qui aura le plus la responsabilité, c'est quand même Emmanuel Macron qui devra faire un choix. Et il devra faire un choix soit à renommer M. Barnier, et ça ne plaira pas, et ça sera même un problème démocratique, soit à faire confiance à la gauche, d'être en capacité à faire une proposition, et à Emmanuel Macron de tenir ses troupes en disant voilà, il faut de la stabilité comme il le souhaite, et il demande à ses troupes de ne pas censurer. On va revenir sur l'aspect Paul, mais Antoine Armand, le ministre de l'économie, redit ce matin s'il y a censure, il y a un risque de décrochage de l'économie française. Dites-non. Mais elle a déjà décroché. Il y a tous ces gens qui deviennent économistes sur les plateaux de télé. Moi, je ne suis pas économiste. Ce que je sais, c'est que la gauche a fait la démonstration qu'elle était capable de régler le problème du déficit budgétaire. Bon, bah, faisons-lui confiance. Si elle sait trouver des recettes, ce que ne sait pas faire ce gouvernement, bon, bah, que la gauche gouverne et qu'elle montre qu'elle est capable de faire venir de nouvelles recettes dans les caisses de l'État. Oui, bon, d'abord, risque de décrochage, elle a déjà décroché. Déjà, oui, c'est vrai. Vous avez, selon le baromètre Ernst & Young, vous avez déjà 49% des investisseurs qui ont revu à la baisse leurs investissements en France. Donc déjà, le discours attractivité de la France, c'est fini, en tout cas pour quelque temps. Et tous les avertissements et les alertes données par notamment la Cour des comptes sont en train de s'avérer de manière implacable. Donc oui, on est déjà en décrochage. Maintenant, effectivement, pourquoi cette panique de la part de l'exécutif et cette volonté de faire peur pour dire attention, pas censurer, et que la censure serait un tabou? Parce que au fond, on touche au cœur et peut-être à une butée de cette culture politique organisée autour de cette Ve République qui est censée être inébranlable, organisée sur en permanence la stabilité entre deux partis, entre une alternance éternelle entre la gauche et la droite, avec des majorités stables. C'est terminé. Et on voit bien que là, quelque part, cette éclipse du politique qu'on est en train de vivre en ce moment, parce que c'est au-delà de ce chaos politique, c'est une éclipse totale de l'efficacité de la parole politique, montre bien que la règle globale, l'architecture globale du jeu ne correspond plus à l'époque. Et on voit bien que la génération actuelle, et en particulier, et en premier lieu Emmanuel Macron, ne comprend pas, ne fait pas cette lecture.
On se souvient, il y a très longtemps maintenant, des volontés de rupture, d'innovation, de changement de culture politique de la part d'un certain candidat, Emmanuel Macron. C'est terminé, parce que ce jeu n'a pas été lu. Et on voit bien que... et on comprend tout ce chaos parce que la structure politique ne correspond plus aux enjeux, aux mentalités, à la génération, aux enjeux du XXIe siècle. Et ce qui explique pourquoi, voilà, on est dans un... effectivement, le décrochage vis-à-vis de l'international, quand on voit l'immensité des enjeux sur la planète et qu'on est sans arrêt en train de commenter est-ce que Michel Barnier est inquiet, pas inquiet, censure, pas censure, Gabriel Attal, socle commun, enfin, c'est effectivement assez stupéfiant. Je suis absolument d'accord, il y a quelque chose... mais qu'on a déjà commenté au moment où il y a eu la dissolution et après la dissolution. On savait très bien, on le voit depuis qu'il y a trois blocs, ça ne crée pas de majorité. Donc pour qu'il n'y ait pas de majorité, pour qu'il y ait une majorité, il faut faire ce qu'on ne sait pas faire, c'est-à-dire nouer des compromis. On voit bien que c'est impossible parce qu'il y a trois blocs qui ne peuvent pas s'entendre. Et il y avait une option qui était possible, c'était de se dire, voilà, on a un an devant nous d'ici à une prochaine probable dissolution. On est dans un moment où tout le monde converge pour dire quand même qu'on a un problème de règles du jeu institutionnel. 5e ou 6e République, c'est pas le sujet, mais en tout cas, il y a une nécessité à changer et à dépoussiérer nos règles institutionnelles. Et il y avait là l'opportunité de mettre les syndicats, les parlementaires, la société civile autour d'une table et réfléchir à quelles pourraient être justement ces nouvelles règles du jeu institutionnel. On avait un an, c'était pas un an de gâché, il n'y avait pas de perte de temps, mais en tout cas, on jouait pas à ce petit jeu du chat et à la souris, à qui va tomber, qui va reprendre, qui va retomber, parce que ça y est, si on passe au NFP, il va retomber demain, et si c'est M. Barnier, il retombera dans 3 mois, etc. Il faut quand même se dire que on a cette possibilité-là quand même. Et ça, au moins, ça peut mettre tout le monde d'accord. Marine Le Pen veut la proportionnelle, c'est quoi les conséquences ? La gauche veut la 6e République. Emmanuel Macron lui-même avait proposé de dépoussiérer les institutions. Bon, il y a au moins un terrain d'entente là dans les 6 prochains mois où on pourrait se dire bon bah voilà, très bien, bon, on ne pourra rien faire sur le plan budgétaire, on ne pourra pas faire de réforme. Le pays est ingouvernable jusqu'à la prochaine dissolution. Qu'il y ait un nouveau président de République. De toute façon, ça ne changera rien parce qu'on ne pourra pas reconvoquer des élections législatives, il ne faut pas se raconter l'histoire. Ah oui. Mais en revanche, on peut se mettre intelligemment autour d'une table, mettre tout le monde, la société civile, en mouvement pour réfléchir au changement des règles du jeu institutionnel. Et nous, on avait fait un sondage, vous l'avez présenté ici, Oriane. Les Français, ils sont très largement favorables justement à ce changement de règles institutionnelles. En attendant, juste pardon Mickaël, le gouvernement il en appelle à la gauche et notamment au Parti socialiste. On va écouter ce qu'en dit François Hollande, maintenant député de Corrèze, qui était l'invité ce matin de France Inter. Le Parti socialiste, ce n'est pas moi-même qui met le pays dans cette situation. Il y a eu un choix que j'ai contesté d'un gouvernement Barnier avec l'assentiment du Rassemblement national. Cette majorité implicite ne tient même pas. Il y a des surenchères tous les jours et on voudrait se retourner, parce qu'aujourd'hui, il y a effectivement un risque de censure, vers le Parti socialiste en disant « Mais alors, pourquoi vous le soutenez pas, Monsieur Barnier ?» Donc vous nous dites ce matin, pour ce qui est de la motion de censure, si le 49.3 est utilisé, vous la voterez sans scier et sans trembler. Oui, il y a encore eu hier une rencontre entre Michel Barnier et les présidents des groupes socialistes. Ils ont fait leurs propositions. Aucune n'a été retenue. Donc la conséquence, s'il y a du 49.3, c'est qu'il y aura une motion de censure. Et cette motion de censure, vous la voterez, François Hollande ? Je la voterai. Pas très étonnant cette position de François Hollande, Mickaël ? Ça fait deux fois déjà qu'il le dit, donc au moins il a le mérite de la cohérence. Donc c'est sur des médias différents, donc de ce point de vue-là c'est cohérent. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une convergence des arguments, à la fois l'argument qu'on vient d'entendre de la part de François Hollande et l'argument porté par Marine Le Pen sont les mêmes. C'est-à-dire, c'est quand même pas à nous qu'on va venir nous reprocher la situation actuelle qui a été créée, et d'ailleurs tous convergent, les deux convergent vers la même personne, pour les intérêts qu'on comprend bien, vers Emmanuel Macron, en disant mais il ne fallait pas dissoudre. Voilà, il ne fallait pas créer le chaos pour venir ensuite nous reprocher l'incapacité de pouvoir le régler. Donc de ce point de vue-là, on sent bien qu'on arrive vraiment à une forme de goulot d'étranglement qui donnera peut-être effectivement la chute probable, possible, plausible du gouvernement. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point il y a une volonté de camper sur les positions en disant il y a un responsable et il ne faudra pas qu'il se défausse sur les autres.
C'est vrai qu'il y a un responsable. Vous savez que j'ai pas une grande sympathie pour la politique qui est menée par Emmanuel Macron, mais il y a quand même quelque chose qu'on oublie, c'est qu'avant qu'il appuie sur le bouton de dissolution, il y avait et le Rassemblement national et la France insoumise qui appelaient quand même à des nouvelles élections législatives. On oublie de le rappeler quand même, mais à gauche et à droite, enfin à gauche et à l'extrême droite. Après le budget, avant, tout le monde plaidait pour qu'il y ait une dissolution, parce qu'il y avait. Non, mais ce que je veux dire, c'est 49.3 après 49.3 sur des budgets qui étaient contestés, et aujourd'hui on se rend compte qu'il y avait des graves erreurs qui avaient été faites sur ces budgets-là. Tout le monde disait il faut dissoudre, il faut renouveler le Parlement. Donc bon, ça c'est aussi c'est quand même Emmanuel Macron qui appuie sur le bouton et qui n'a pas de solution derrière et qui met tout le monde en difficulté. Mais là, je vois bien qu'effectivement il y a les possibilités s'il devait y avoir censure sont étroites. C'est-à-dire que soit effectivement il appelle la gauche à gouverner, soit effectivement, possiblement, et là on entend même des voix improbables à droite de l'appel à ce que Emmanuel Macron prenne ses responsabilités et engage une nouvelle élection notamment Jean-François Copé. Jean-François Copé. Qui était pourtant en faveur d'un accord avec Emmanuel Macron, les LR Emmanuel Macron depuis longtemps. Mais ça montre à quel point, évidemment, ça va être l'argument d'après, et ce sera le débat d'après. Et très certainement, veulent-ils déjà un peu ambiancer les débats de famille à Noël sur la discussion Macron doit-il partir ou pas. Ça, on sent bien que c'est la volonté. Mais ça montre aussi à quel point, et on l'a souvent dit depuis le début de cette de ce gouvernement et cette législature bancale, à quel point personne ne croit en l'avenir de cette législature. Mais est-ce que Michel Barnier, c'est 2027 qui pourra, en tout cas, des élections présidentielles qui pourront. Est-ce que Michel Barnier, là, il peut encore éviter la censure? Antoine Armand, ce matin, il dit qu'il est prêt à un geste sur la hausse de la taxe de l'électricité. Est-ce qu'il peut encore l'éviter, cette censure, ou la faire éplier? Il peut l'éviter si effectivement il y a un geste significatif qui de la part du RN serait compris comme étant une grande concession, mais encore faut-il que ça soit vraiment d'abord faisable. Hein. C'est quand même, si on parle de l'électricité, c'est quand même, ça se chiffre en milliards, et là aussi il y a un enjeu aussi du point de vue du décrochage des marchés. Le paradoxe, c'est qu'en fait le RN voudrait sanctionner parce qu'il voudrait protéger le pouvoir d'achat des Français, mais si jamais il n'y a pas de budget et qu'on doit se reporter sur le budget de l'année précédente, eh bien il n'y aura pas d'économie et il y aura un décrochage économique. Donc aussi, donc de ce point de vue-là, ils sont aussi coincés dans un enjeu de contradiction. Moi, ce qui me frappe, c'est à quel point, au fond, tout le monde est déjà focalisé sur les échéances d'après, sur considérant qu'il faut, d'une manière ou d'une autre. Et d'ailleurs, ce que vous disiez, c'est juste être capable de pouvoir se réunir dans une forme de maturité politique pour régler les grands problèmes. Mais personne n'a le courage de le faire. Personne ne le fait. On a vu la théâtralisation des conventions citoyennes qui n'ont rien donné, les discussions de Saint-Denis qui sont que du cinéma. Donc en réalité, personne n'a le courage de prendre les vrais problèmes et de les traiter. Merci à tous les deux. On aura évidemment l'occasion d'en parler très très vite. On va continuer d'ailleurs à parler de ce sujet. C'est à la une de la presse régionale. C'est l'inquiétude à la une de nos journaux régionaux ce matin. Oui, regardez ces deux unes. À gauche, c'est la Dépêche du Midi. La France est-elle au bord du chaos? À droite, c'est le Télégramme. La France au bord du blocage. Ce qui inquiète, on en a parlé, c'est la possible censure du gouvernement de Michel Barnier, et ce, dès la semaine prochaine. Le Premier ministre dramatise d'ailleurs et met en garde contre des turbulences graves sur les marchés financiers en cas de censure de son gouvernement. Paralysie budgétaire, politique. Paralysie physique aussi du pays. Sur le front social, la CGT annonce des mobilisations et un mois de décembre rouge contre les plans sociaux qui se succèdent dans l'industrie, alors que 200 000 emplois, directs ou indirects, sont menacés. Le tout alors que la mobilisation des agriculteurs continue sur fond de rejet de l'accord UE-Mercosur et contre les normes et les lourdeurs administratives. C'est ce que rapporte la Marseillaise. La colère prend racine, annonce le quotidien. Les actions ciblées continuent aujourd'hui un peu partout en France, notamment contre des préfectures ou des centres logistiques, Oriane. La République du Centre s'intéresse aux démons du sport. Oui, le quotidien leur consacre même tout un dossier. La violence physique et morale est présente sur et autour des terrains, et le Loiret ne fait pas exception à la règle. Le quotidien a notamment recueilli le témoignage assez difficile de deux jeunes de 16 et 17 ans. Louis est métis, Nordine est maghrébin, ils jouent au rugby. Et leur quotidien, quand ils arrivent au stade pour jouer au rugby, c'est « Tiens, les Africains descendent du bus » ou encore « Fais voir tes papiers ».
J'en ai pleuré, confie Nordine, à un dossier révoltant mais nécessaire, parce qu'il faut parler de ces sujets. C'est donc à retrouver en page intérieure de La République du Centre. Et puis je termine par une belle histoire, une histoire un peu folle même. Elle est en une de l'Ardennais, c'est celle d'Éric Pilardot. Il est né sous X il y a 67 ans et puis il a eu envie de connaître ses origines. Il a fait un test ADN et il s'est découvert un frère aux États-Unis, Eddie, lui aussi né sous X. Ils se sont rencontrés, entre les deux, le lien s'est créé aussitôt. Ils ont maintenant une vie à rattraper, Oriane. Belle histoire, merci beaucoup Audrey. La une de Politis, elle fait déjà grand bruit. Pierre Jacquemin, Gérard Darmon, 9 femmes accusent l'acteur de violences sexistes et sexuelles. Oui, c'est une enquête signée Hugo Boursier qui a recueilli de nombreux témoignages, beaucoup plus que 9 hélas, mais beaucoup de femmes ont renoncé finalement à donner la publication de ces témoignages. C'est sur 6 tournages depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui. Il faut lire cette enquête. C'est un mode opératoire du personnage, où d'ailleurs, y compris dans les recommandations qui sont faites par les boîtes de production, sont conseillées aux femmes de ne pas se retrouver seules avec l'acteur. Voilà, l'enquête est assez édifiante. C'est à lire dans Politis. Merci beaucoup Pierre Jacquemin, merci beaucoup Michael Darmon d'avoir été avec nous. Merci Audrey, merci à tous de nous avoir suivis. À 18h, vous avez rendez-vous avec Thomas Hugues pour Sens Public et nous on se retrouve demain. Très bonne journée.